Je suis rentrée à la maison sans prévenir et j'ai entendu ma belle-fille dire à mon fils handicapé: « Ta grosse mère me dégoûte. » Une semaine plus tard, j'ai vendu en silence la maison évaluée à 30 millions de pesos et nous avons disparu en laissant juste une note. Elle est devenue folle en apprenant la vérité. Je suis contente que tu sois ici. Reste jusqu'à la fin et dis-moi de quelle ville tu regardes mon histoire. Je veux savoir jusqu'où elle est allée. J'ai franchi le lourd portail en fer de la maison de maître à Polanco, Ciudad de Mexico. Je pensais que j'allais passer une nuit tranquille. Peut-être m'asseoir à côté de Matteo, mon fils, lui raconter quelques vieilles histoires ou regarder un film ensemble après l'annulation d'une réunion de bienfaisance. Il y avait longtemps que nous n'avions pas eu de moment comme ça, mais dès que mes pieds ont touché le marbre froid du vestibule, une sensation d'inquiétude a envahi ma poitrine. Le patio était vide. Pas une âme qui vive. J'ai froncé les sourcils. J'ai ralenti le pas et soudain, j'ai entendu des voix provenant du salon. Cette voix aiguë, pleine de colère, était unique. Isabella, ma belle-fille. Je me suis arrêtée, la main agrippée à la bandoulière de mon sac à main. Une phrase glaciale, comme une lame coupant l'air. Elle m'a transpercé le cœur. Ta mère obèse me dégoûte. Et toi non plus. Bon à rien. Je suis restée immobile avec la respiration attrapée dans la gorge. Ces mots, comme des pierres lourdes, m'écrasaient la poitrine, me laissant presque incapable de bouger. J'ai regardé par la fente de la porte et j'ai vu Isabella debout, les bras croisés, hautaine dans une robe moulante à logo Gucci. Son regard était glacial, sans la moindre compassion. Chacun de ses mots était comme une dague aiguisée qui lacérait l'air. À Matteo et à moi. Matteo, mon fils, était dans son fauteuil roulant, la tête baissée. Ses mains serraient les accoudoirs du siège. Les doigts étaient blancs de tension. J'ai vu ses épaules trembler. Mais il n'a rien dit. Il ne s'est pas défendu. Il n'a pas levé la tête. J'ai senti mon cœur se serrer. Cet enfant qui fut autrefois ma fierté, n'était plus qu'une ombre silencieuse supportant les insultes de la femme qui prétendait l'aimer. J'ai voulu entrer, crier et protéger. Mais mes pieds étaient cloués au sol. J'ai reculé d'un pas. Le talon a frôlé le marbre et a produit un léger bruit. Isabella Atrasale. Elle a regardé vers la porte, mais je m'étais déjà caché derrière le mur, le cœur battant si fort qu'il menaçait de se briser. Elle ne m'a pas vue. Elle a pris son sac à main cher, ses clés de voiture et est sortie par la porte arrière. Le claquement de ses chaussures résonnait sans cesse comme un battement de cœur froid, laissant la pièce plongée dans un silence pesant. Je suis restée dans l'ombre, sentant le monde s'écrouler sous mes pieds. J'avais sacrifié des années de ma vie, travaillé jusqu'à l'épuisement pour construire cette maison, pour offrir à Matteo une vie digne. Et maintenant, ma propre belle-fille, que je considérais comme ma fille, m'insultait avec les mots les plus cruels. J'ai respiré profondément, essayant de me calmer, et je suis entrée dans la salle. Matteo a levé les yeux rougis, mais il les a vite séchés, feignant que rien ne se passait. Il a ajusté la couverture sur ses jambes et a dit d'une voix rauque: « Maman, tu es revenue plus tôt. J'ai juste eu un peu de poussière dans les yeux. » J'ai regardé mon fils et j'ai vu la douleur qu'il essayait de cacher, et mon âme s'est déchirée. J'ai voulu demander, insister, savoir pourquoi il permettait à Isabella de lui parler ainsi. Mais je savais que Matteo ne le dirait pas. Il avait toujours été ainsi, cachant sa douleur pour que je ne m'inquiète pas. J'ai juste posé ma main sur son épaule. Je l'ai serré doucement et je lui ai dit: « Je vais monter préparer des documents. Repose-toi un peu. » Ma voix sonnait calme, mais à l'intérieur, un ouragan rugissait sans contrôle. Je suis montée par les escaliers. Chaque pas aussi lourd. Comme si je traînais un rocher. Je suis entrée dans la chambre, j'ai fermé la porte, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis laissée tomber sur une chaise. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un cerf-volant sans fil flottant dans le ciel, s'éloignant de plus en plus. Cela m'a rappelé les jours passés, quand je croyais encore que ma famille était un foyer, un endroit où je pouvais me reposer. Après tant d'années de lutte dans la vie. Il y a un an, la mansion de Polanco était encore l'endroit que j'étais fière d'appeler mon foyer. Ce n'était pas seulement une maison, mais le résultat de toute une vie de sueur et de larmes, de jour et de nuit dans le monde des affaires, me levant tôt, veillant tard, à supporter les trahisons des associés, des nuits à embrasser les livres de comptes jusqu'à avoir mal à la tête. J'ai tout fait pour que Matteo, mon fils, ait une vie meilleure, pour qu'il n'ait pas les difficultés que j'ai passées. La mansion, avec ses murs blancs impeccables et ses grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière du matin, était la preuve des années que j'avais sacrifiées. Mais maintenant, quand j'y pense, je ressens seulement une douleur sourde, comme si tout cet effort avait été vain. À cette époque, Matteo était la lumière de ma vie. Le garçon venait d'être promu. Chef de projet dans une grande entreprise d'ingénierie mécanique. Je me souviens encore du jour où il a téléphoné,
la voix pleine d'émotion. Maman, j'ai réussi. On m'a attribué un nouveau projet, entièrement pour moi. J'étais dans la cuisine, une cuillère à la main, remuant la casserole de soupe de nouilles, les larmes sur le point de couler. J'étais si fière. Matteo n'était pas seulement intelligent, mais aussi travailleur. S'efforçant toujours de ne pas me décevoir. J'avais l'habitude de plaisanter avec lui. Tu es ingénieur, mais c'est moi qui t'ai construit. Tout un monde. Il riait, il me serrait dans ses bras et je sentais la chaleur de ses bras comme une promesse que tout irait bien. Isabla, ma belle-fille. À ce moment-là, c'était une autre joie dans la maison. Elle était belle et habile. Elle travaillait dans une grande marque de mode. Elle apparaissait toujours avec des robes élégantes et un sourire radieux. Elle s'était mariée avec Matteo il y a quelques années et je l'aimais comme ma propre fille. Chaque fois que je cuisinais, elle entrait pour aider, disant en riant « Maman, apprends-moi à faire des tamales pour rendre Matteo jaloux. » Je la regardais. Je voyais une jeune femme pleine de vie et je pensais que Matteo avait eu de la chance de l'épouser. J'avais l'habitude de lui dire « Isabla, tu es une bénédiction pour cette famille. » Elle souriait seulement, me serrait dans ses bras et je croyais qu'elle le disait du fond du cœur. Et alors, ce jour fatidique est arrivé. Un accident de voiture a coûté ses jambes à Matteo. Je me souviens encore de cet appel de l'hôpital. La voix froide du médecin au bout du fil. Vous devez venir immédiatement. Votre fils est très gravement malade. J'ai laissé tomber le téléphone, les mains tremblantes. J'ai couru à la voiture, une angoisse me serrait la poitrine. Quand je suis arrivée à l'hôpital et que j'ai vu Matteo là, immobile dans son lit, je me suis effondrée. Le garçon a ouvert les yeux, m'a regardé, mais son regard était vide, comme si son monde s'était dérobé. Maman, je ne sens plus mes jambes, a-t-il murmuré, et je n'ai pu que lui prendre la main, retenir mes larmes et dire « Je suis là, mon fils. Je ne vais pas te laisser seul. » Les jours qui ont suivi ont été une chaîne interminable. Matteo n'était plus le jeune homme joyeux et ambitieux qu'il était. Il s'asseyait sur son fauteuil roulant, regardant par la fenêtre, silencieux. En silence, je voyais mon fils s'éteindre de l'intérieur et cela me faisait plus mal que de le voir sans ses jambes. J'ai couru partout en cherchant des médecins, des thérapies, tout ce qui pourrait l'aider. Je lui disais « Fils, tant que tu essaies, je ferai tout pour que tu reviennes à la vie comme avant. » Mais il hochait seulement la tête, le regard perdu. Au début, Isabla a été d'un grand soutien. Elle était aux côtés de Matteo, l'emmenait à la physiothérapie, s'asseyait patiemment à ses côtés pendant qu'il faisait ses mouvements difficiles. Je l'ai vu sécher sa sueur, l'écouter raconter une et une autre fois des histoires de quand il travaillait, et j'ai pensé qu'elle aimait vraiment mon fils. Une fois, je l'ai surprise assise à côté de lui prenant la main, lui disant « Mon amour, je serai toujours là, quoi qu'il arrive. » J'étais derrière la porte et, en l'entendant, j'ai senti mon cœur se réchauffer. Je me suis dit que tant qu'il aurait Isabla, Matteo s'en sortirait. Un après-midi, environ un mois après l'accident, Isabla est entrée dans la salle avec une échographie à la main et le visage rayonnant. « Maman, j'ai une bonne nouvelle » a-t-elle dit en me tendant le papier. J'ai vu l'image d'un tout petit être et j'ai senti mon cœur exploser. « Vraiment ? Êtes-vous enceinte ?» J'ai demandé, la voix tremblante. Elle a acquiescé en souriant. « Oui, maman. Le bébé arrive. » Je l'ai embrassé, les larmes coulant sur mes joues. J'ai regardé Matteo et je l'ai vu sourire pour la première fois depuis son accident. Et j'ai pensé que ce serait une nouvelle lumière pour notre famille. J'ai imaginé le rire d'un enfant remplir cette maison et sortir Matteo de l'obscurité. Je n'en ai pas douté. J'ai décidé de vendre un des appartements que j'avais gardé en location pendant tant d'années. J'ai donné tout cet argent à Isabla en lui disant « Ma fille. » Ceci est pour préparer l'arrivée du bébé et pour aménager la maison. Que Matteo puisse mieux se déplacer. Elle m'a beaucoup remercié, m'a embrassée et m'a dit « Maman, vous êtes trop bonne avec moi. » Je ne sais pas comment vous remercier. J'ai simplement souri. J'ai fait un geste de la main. Je le fais pour notre famille. J'ai aussi sorti le jeu de bijoux en or blanc, souvenir de ma mère, et je l'ai donné à Isabla. C'est un souvenir de ta grand-mère. Je l'ai gardé pendant toutes ces années. Prends-le si tu en as besoin vraiment. Utilise-le, tout simplement. N'aie aucune honte. Elle le prit avec les yeux brillants et dit « Maman, je vais beaucoup en prendre soin pour qu'Isabla ne se fatigue pas autant que ça. » J'ai accepté quand elle a suggéré d'embaucher un majordome. Miguel était jeune, fort, et selon Isabla, très digne de confiance. Miguel a commencé à travailler en nettoyant la maison, en aidant Matteo à se déplacer quand il en avait besoin. Je me suis sentie soulagée, en pensant que tout allait bien. Le soir, nous nous réunissions dans la cuisine, nous dînions de plats simples mais chaleureux. Matteo a commencé à parler davantage.
Il racontait les thérapies sur d'autres patients du centre. Isabella s'asseyait à côté de lui, s'occupait de lui servait de l'eau, lui passait la nourriture. Je les regardais tranquille, en pensant que j'avais bien fait de faire confiance à Isabella, d'avoir mis mon espoir en elle. Mais une nuit, pendant que j'étais dans le salon, en feuilletant de vieux journaux, j'ai entendu le rire d'Isabella depuis le balcon. Elle parlait au téléphone avec une voix douce, très différente de celle qu'elle utilisait avec moi ou avec Matteo. Je n'y ai pas donné beaucoup d'importance, j'ai seulement réussi à entendre une voix masculine grave de l'autre côté. Elle me semblait familière, mais je n'arrivais pas à me rappeler de qui il s'agissait. Je me suis dit que sûrement c'était un ami ou un collègue de travail. Isabella travaillait dans le monde de la mode et parler animément avec des clients était normal. Mais cette petite sensation d'inquiétude, comme un grain de sable, a commencé à s'installer en moi. J'ai secoué la tête pour chasser l'idée et je me suis dit, tu exagères. Dans les mois suivants, quand Isabella avait environ 4 mois de grossesse, j'ai commencé à sentir une distance invisible à l'intérieur de ma propre maison. La maison à Polanco, qui avant était pleine de rire et de chaleur familiale, semblait maintenant couverte par un froid brouillard. Je ne pouvais pas décrire exactement la sensation, mais c'était comme quand tu es face à un tableau magnifique et que soudain tu vois de petites fissures sur la surface que, si tu ne regardes pas bien, tu ne remarquerais jamais. J'essayais de me convaincre que j'étais en train d'imaginer des choses, que tout allait bien, mais au fond je savais que quelque chose était en train de changer peu à peu. Isabella a commencé à rentrer plus tard à la maison. Au début, elle disait que c'était pour le travail, des événements de mode ou des dîners avec des clients importants. Maman, mon industrie est ainsi faite. Il faut connaître des gens, se fréquenter. Elle me disait cela avec un sourire qui continuait à être rayonnant, mais un peu forcé. J'acquiesçais et je l'avertissais, prends soin de ta santé. Je m'inquiète que tu cours d'un côté à l'autre en étant enceinte. Elle souriait seulement et agitait la main. Ne t'inquiète pas, maman. Je sais comment équilibrer les choses, mais les dîners à 3. Quand Matteo, Isabella et moi nous asseyions ensemble dans la cuisine, ils étaient de moins en moins fréquents. Il y a eu des nuits où j'ai préparé toute une table avec des enchiladas, du riz rouge et même du flan, le dessert préféré de Matteo. Et nous finissions seulement assis, seuls. Lui et moi face à face, seuls. Isabella avait l'habitude d'envoyer un message. Maman, ce soir, je suis occupée. Mangez vous deux, alors. Ieri guardeis Matteo, impuissante. Je voyais comment il se servait en silence et je sentais un poids dans le cœur. J'ai commencé à remarquer de petits détails. Isabella restait seule dans un coin, en envoyant des messages depuis le téléphone avec un sourire que je ne lui avais jamais vu dédié ni à Matteo ni à moi. Quand je m'approchais et demandais « À qui écris-tu, si contente ?» Elle bloquait aussitôt l'écran avec un geste légèrement contrarié. « À un ami du travail, maman », répondait-elle d'une voix douce, mais un peu précipitée. Je ne voulais pas penser mal, mais la façon dont elle cachait son téléphone ou comment elle me regardait comme si j'étais en train d'envahir quelque chose de privé, m'inquiétait. Je me disais que peut-être elle avait juste besoin d'espace, que peut-être la grossesse la rendait plus sensible. Mais cette sensation était comme un grain de sable dans la chaussure, frottant et dérangeant sans cesse. Au même moment, Miguel, l'assistant qu'Isabella avait recommandé, a commencé à rester plus longtemps à la maison. Au début, cela m'a paru normal. Il a aidé Matteo à passer du fauteuil roulant au lit et avec des tâches que ni Isabella ni moi ne pouvions gérer. Mais bientôt, je me suis rendu compte qu'il restait tard aussi, même à dormir sous cette excuse. La dame Isabella m'a demandé de rester dans le salon au cas où le monsieur Matteo aurait besoin de quelque chose. J'acquiesçais en pensant que c'était un geste de considération, mais quelque chose en moi se sentait mal à l'aise, sans raison particulière. Une fois, je les ai vus converser dans la cuisine, riant, et quand je suis entrée, ils se sont séparés aussitôt, comme si j'avais interrompu un moment privé. Isabella a souri avec malaise. Maman, Miguel et moi parlions de réparer l'entrée. Pour que Matteo puisse mieux passer, mais la manière dont elle a touché légèrement son bras et comment il a évité de me regarder dans les yeux, m'ont fait sentir que quelque chose n'allait pas. J'ai décidé de dire quelque chose calmement, mais avec fermeté. Un après-midi, étant seule dans le salon, je lui ai dit « Fille, je te vois trop proche de Miguel. Et ce n'est pas approprié. Après tout, il travaille ici. Tu devrais garder une certaine distance. » Isabella affronts. Les sourcils d'un ton un peu agacé. « Maman, tu exagères. Nous parlons seulement. Ne sois pas si susceptible. » Je me suis tue, évitant une discussion, mais ces paroles m'ont frappée. Comme une douce gifle à l'orgueil. Je l'avais toujours traitée comme ma fille.
J'avais confiance en elle. Et maintenant je sentais qu'elle était en train de me laisser. En dehors de sa propre famille. Les fois où Isabla accompagnait Matteo. À ses examens médicaux ont aussi commencé à se faire plus rares. Avant. C'était toujours elle qui poussait le fauteuil, lui prenait la main et souriait avec le docteur. Maintenant, elle avait l'habitude de dire « Maman, aujourd'hui je suis occupée ». Que Miguel LMN. Je ne m'y opposais pas parce que je savais que Matteo avait besoin de ses thérapies. Mais chaque fois que je voyais Miguel pousser le fauteuil de mon fils vers la porte, je ressentais une douleur lancinante dans la poitrine. Isabla était toujours à ses côtés avant. Elle essuyait sa sueur quand la douleur lui faisait faire des efforts lors de sa réhabilitation. Maintenant, elle semblait s'éloigner, laissant Matteo entre les mains d'un étranger. J'ai commencé à entendre des rumeurs de la part des voisins. Alma, la dame qui vit à côté, un jour m'a prise à part quand je sortais chercher le courrier. Carmen, je ne veux pas m'en mêler, mais tu devrais faire attention à Isabla. Plusieurs fois, je l'ai vue avec un garçon. Jeune dans la cafétéria tout près d'ici. Ce n'est pas Matteo. J'ai souri avec malaise. Et je lui ai dit, vous vous trompez sûrement. Isabla est occupée par son travail. Ce doit être un collègue. Mais en revenant à la maison, les paroles de Doña Rosa continuaient de résonner dans ma tête. J'ai essayé de les chasser en pensant que les voisins aiment parler, mais ce grain de sable à l'intérieur de moi avait déjà grossi en raclant avec plus de force. Une nuit, Matteo a eu de la fièvre. Inquiète, j'ai appelé Isabla, mais son téléphone sonnait occupé. Sans arrêt. Je suis restée à côté de Matteo en lui nettoyant le front avec une serviette humide. Avec le cœur brûlant d'angoisse. Vers minuit, Isabla est entrée dans la maison en portant un parfum étrange. Pas le parfum doux qu'elle avait l'habitude d'utiliser. Où étais-tu si tard? Je lui ai demandé, en essayant de garder mon calme. Elle a répondu d'une voix calme lors d'une fête de clients. Maman s'est attardée et je n'ai pas pu revenir avant. Je l'ai regardée en voulant en demander plus, mais son regard était froid comme un mur qui bloquait n'importe quel mot. Je me suis retournée avec le cœur serré, sentant que j'étais face à un mur invisible. Cette nuit-là, je me suis réveillée pour aller aux toilettes. En passant devant la chambre d'Isabla, j'ai vu de la lumière filtrer par la fente de la porte. Par curiosité, j'ai jeté un coup d'œil et je l'ai vue assise sur le lit, ouvrant une petite boîte cadeau. À l'intérieur, il y avait un collier en argent avec une forme de cœur brillant sous la lumière. Cela ne ressemblait à rien que Matteo lui aurait offert. Je suis restée là avec le cœur battant fort, comme si j'avais découvert un secret interdit. Puis Isabla s'est levée, est sortie sur le balcon et a porté le téléphone à son oreille. Sa voix sonnait douce, chaleureuse, comme quand elle parlait avec Matteo. Au début. Amour, tu me manques beaucoup. Quand est-ce qu'on se revoit? J'ai reculé avec les jambes tremblantes, en faisant attention de ne pas faire de bruit. Je suis retournée à mon lit, mais je n'ai pas pu dormir. Les pièces ont commencé à s'emboîter et l'image qu'elles formaient m'a glacé le sang. Après cet après-midi fatidique, quand les mots blessants d'Isabla ont transpercé mon cœur comme un couteau aiguisé. J'ai cessé d'être la mère qui ne faisait qu'avaler la douleur en silence à l'intérieur d'elle, comme un volcan latent. La rage était prête à éclater. Je ne pouvais pas permettre que mon fils Matteo continue à vivre sous l'ombre du mépris de la femme qui disait l'aimer. J'avais besoin de la vérité, d'une réponse aux soupçons qui m'avaient consumé tant de jours. Quelques jours plus tard, j'ai profité du prétexte de chercher les papiers de l'assurance de Matteo pour entrer dans la chambre de lui et Isabla. J'ai dit à Matteo d'une voix douce. J'ai besoin de vérifier quelques documents médicaux t'appartenant. Je vais voir au 4e. Il a acquiescé, épuisé, sans rien soupçonner. En entrant, j'ai senti une froideur étrange, comme si l'air avait perdu toute chaleur. J'ai ouvert le tiroir à côté du lit où Isabla avait l'habitude de ranger des documents. J'avais les doigts tremblants, non pas par peur d'être découverte, mais par un sombre pressentiment. Alors j'ai vu une enveloppe blanche avec le logo de l'hôpital imprimé dans un coin. Je l'ai ouverte et à l'intérieur, il y avait une échographie et des registres de bilan prénatal. J'ai regardé par-dessus avec le cœur battant dans ma poitrine, jusqu'à ce que je m'arrête à la date de conception. J'ai relu encore et encore en cherchant une erreur, mais la vérité était là. À ce moment-là, Matteo était déjà paralysé, convalescent à la maison et ne pouvait pas être le père du bébé. Je me suis souvenu du jour où Isabla a annoncé sa grossesse un mois après l'accident de Matteo. Naïvement, j'avais pensé qu'elle était déjà enceinte d'avant et qu'elle l'avait dit tard. Mais maintenant, tout était clair comme de l'eau. Cet enfant n'était pas de mon fils. Je me suis laissé tomber sur le bord du lit, en embrassant l'enveloppe, sentant que tout s'écroulait.
J'avais pleuré de bonheur en imaginant les rires d'enfants résonnant dans la maison. J'ai vendu mon appartement. J'ai donné l'argent à Isabla. J'ai même offert les bijoux de ma mère. Tout pour la foi en une famille heureuse. Mais tout était une farce. Je sentais que j'avais été trahi non seulement par Isabla, mais par ma propre naïveté. Je me demandais comment elle pouvait me regarder dans les yeux et me sourire tout en cachant un secret si cruel. J'ai continué à chercher, non par curiosité, mais parce que j'avais besoin de savoir toute la vérité. Dans un autre tiroir, sous un tas de vieux vêtements, j'ai trouvé un vieux portable d'Isabla. Je l'ai allumé. L'écran s'est illuminé sans mot de passe. J'ai parcouru les messages et chaque ligne était comme un couteau qui se plantait dans mon cœur. Des messages pleins d'affection entre elle et Miguel, qui duraient sur plus d'1 an. Tu me manques. Où est-ce qu'on se voit ce soir? Je veux partir d'ici. Seulement toi et moi. Des photos sur la plage de Cancun. Isabla et Miguel riant, se tenant la main comme un couple amoureux. Puis un message de Miguel m'a laissé glacée. Il suffit d'attendre que la maison soit vendue et nous partirons d'ici pour toujours. Mes mains tremblaient, et le téléphone a failli tomber par terre. J'ai remis tout à sa place, avec soin dans chaque détail, et je suis sortie en essayant de garder un visage serein. Isabla n'était pas à la maison et Matteo était dans le salon, regardant par la fenêtre. Je suis passée à côté de lui. Je lui ai souri. J'ai trouvé les papiers. Fils, repose-toi. Mais à l'intérieur, je me sentais déchirée. Cette maison, le patrimoine que j'ai construit à la sueur de mon front, s'avérait être l'objectif du plan d'Isabla et Miguel n'avait pas seulement trahi Matteo, il voulait aussi m'arracher tout ce que j'ai construit dans ma vie. Je me sentais comme une idiote qui a fait confiance, qui a aimé pour ne recevoir que des mensonges. Ce soir-là, j'ai dîné avec Matteo en essayant de converser comme si de rien n'était. Je lui ai demandé, « Fils, que penses-tu de l'avenir? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu iras mieux ?» Matteo m'a regardé avec un léger sourire. « Je veux seulement que maman ne s'inquiète pas autant pour moi. Je vais bien. » Mais dans ses yeux, j'ai vu une profonde tristesse. Comme s'il sentait aussi la fracture au sein de cette famille. Je voulais tout lui raconter. Lui dire ce que je venais de découvrir, mais je n'ai pas pu. Je ne voulais pas le blesser davantage. En revanche, j'ai pris sa main et je lui ai dit. Je serai toujours ici. Tu le sais. Matteo a acquiescé, mais son regard restait perdu. Ce soir-là, je suis restée seule dans la cuisine. La lumière jaune ténue, illuminant la table de bois, soutenait une tasse de café froid, en regardant le vide. Je sentais un mélange de trahison et une froide détermination. Je ne pouvais pas permettre qu'Isabla et Miguel continuent à profiter de nous. Je ne pouvais pas laisser Matteo vivre dans une maison pleine de mensonges. J'ai pensé aux années de sacrifice. Aux nuits sans dormir pour mon fils. Aux jours où j'ai délaissé mes propres rêves pour construire ce foyer. Je ne laisserai pas tout s'évanouir entre les mains de ceux qui ne le méritent pas. J'ai pris le téléphone. J'ai composé le numéro d'Esteban Molina, un vieil avocat de Mérida qui avait aidé ma famille il y a des années, quand il a répondu. Ma voix était ferme et plus froide que jamais. Esteban, j'ai besoin de le voir. Cette fin de semaine à Mérida est très importante. Il m'a posé quelques questions, mais j'ai seulement répondu. Que je vais le lui raconter quand nous nous verrons. Ayez les papiers prêts. J'ai raccroché en sentant que je venais de franchir une limite. Il n'y avait plus de place pour le doute. Le lendemain matin, je me suis levée tôt. Quand la lumière de l'aube n'arrivait pas encore à se faufiler à travers les rideaux, je me suis arrêtée devant le miroir. J'ai regardé mes yeux qui n'avaient plus le regard d'une mère, qui sait seulement ravaler sa douleur. Il y avait en moi quelque chose de froid, de décidé, comme si je venais de découvrir. Une autre version de moi-même. Une femme disposée à lutter pour protéger son fils et ce qui lui appartient. J'ai mis une chemise simple, j'ai attaché mes cheveux avec soin et j'ai pris l'autobus vers Mérida. Pour me réunir avec Esteban Molina, un vieil avocat qui avait été un grand ami de mon défunt époux. Il avait aidé ma famille à surmonter des moments difficiles dans le passé et maintenant j'avais plus que jamais besoin de lui. L'autobus s'était secoué sur la longue route, mais dans mon esprit, il n'y avait pas de place pour la fatigue. Je pensais à Matteo, à ses yeux tristes, aux insultes d'Isabla et aux messages entre elle et Miguel. Chaque pensée était comme un coup de poignard, mais au lieu de laisser cela m'anéantir, je l'ai utilisé pour renforcer ma volonté. Quand je suis arrivée au bureau d'Estebana, Mérida, il m'a accueilli avec une étreinte chaleureuse. « Carmen, combien de temps sans te voir? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que tu viennes avec une telle urgence ?» Il a demandé d'une voix ferme. Je me suis assise, j'ai respiré profondément et j'ai tout résumé. Les paroles d'Isabla. Que le bébé n'était pas de Matteo.
Le plan d'elle. Et Miguel pour garder notre maison. Je lui ai dit d'une voix froide. Esteban, j'ai besoin que tu transfères tous les biens, y compris la maison, à Polanco à mon nom. Je ne vais pas laisser qu'il touche le moindre centime. Esteban a froncé les sourcils, sans poser beaucoup de questions. Il a acquiescé, a pris note rapidement et a dit. Tu veux protéger tes biens? Je comprens. Je te propose d'ouvrir un compte en Suisse, d'y transférer l'argent. Et de créer une fiducie à ton nom. Ainsi personne, pas même Isabla, ne pourra y toucher. J'ai accepté immédiatement, en sentant que j'avais trouvé une solution. Fais-le sans tarder, Esteban. Il ne me reste plus beaucoup de temps. J'ai répondu avec fermeté. Il m'a regardé, surpris. Par ma détermination, et ensuite a acquiescé. D'accord, Carmen. Je vais m'occuper de tout. Retourne à la maison. Et ne laisse personne s'en rendre compte. De retour à la maison, j'ai essayé de garder une expression tranquille, comme si de rien n'était. Isabla était dans la cuisine, a feuilleté une revue de mode. J'ai souri et j'ai demandé. Ma fille, comment se passe la grossesse? Veux-tu que j'achète quelque chose d'autre? Elle a levé les yeux, a souri avec effort et a dit oui, je regarde quelques petites choses de plus. Merci. J'ai sorti un peu d'argent liquide et je le lui ai donné. Tiens, pour que tu achètes plus de choses pour le bébé. Je veux le meilleur pour mon petit-fils. Ses yeux ont brillé un instant, mais je savais qu'il ne se doutait de rien. Je croyais que j'étais toujours la mère naïve qui faisait confiance à son cinéma. Mais je n'étais plus la même Carmen. J'ai commencé à contacter discrètement une agente immobilière qu'Esteban m'avait recommandée par téléphone. Je lui ai dit clairement. Je veux vendre la maison de Polanco le plus vite possible, mais cela doit rester absolument confidentiel. Personne ne doit le savoir, pas même la famille. L'agente, une femme d'âge moyen appelée Laura, a acquiescé. Je comprens. Señora Carmen. Je m'en chargerai et ne divulguerai rien. J'ai ressenti un soulagement, mais aussi de la douleur. Cette maison était toute ma vie. Les années d'efforts qu'il avait bâties. Mais je savais que si je voulais protéger Matteo, je devais m'en séparer. Pendant que j'attendais que les démarches soient terminées, j'ai commencé à préparer les bagages de Matteo. J'ai emballé ses vêtements, quelques effets personnels et la vieille guitare qu'il aimait tant. Je lui ai dit, « Fils, je veux t'emmener quelques jours à la plage chez une connaissance pour que tu changes d'air, ça te dit ?» Matteo m'a regardé, surpris, puis a souri faiblement. « Ça a l'air bien, maman. Je veux sortir un peu aussi. » J'ai vu Isabla proche, nous observant et, entendant parler du voyage, elle a croisé un regard avec Miguel qui nettoyait le sol dans le coin. Ce regard plein de satisfaction semblait dire qu'il croyait que Matteo et moi allions partir en leur laissant la maison. Je me suis retournée. J'ai faim de ne pas le voir, mais à l'intérieur, mon sang bouillonnait. La nuit, quand toute la maison dormait déjà, je m'asseyais dans le bureau pour revoir tous les papiers, j'effaçais toute trace des transactions de l'ordinateur, m'assurant de ne laisser aucune piste. J'étais méticuleuse même dans les moindres détails, comme quelqu'un qui se prépare à une guerre. Une nuit, quand l'horloge affichait presque minuit, j'ai entendu une voiture s'arrêter devant le portail. Je suis restée derrière le rideau, regardant vers l'extérieur et j'ai vu Isabla et Miguel descendre de la voiture. Ils riaient et la voix d'Isabla a résonné entre les rires. « Amour, il ne manque que quelques jours et tout sera prêt. » Miguel lui a pris la main, lui a chuchoté quelque chose et ils ont tous deux ri fort. Je suis restée là, dans l'obscurité, sentant comme si on me serrait le cœur, mais je ne me suis pas permis d'être faible. Je me suis dit à moi-même, ils croient qu'ils ont gagné, mais ils ne savent pas qui je suis. Environ une semaine plus tard, alors que j'étais assise dans la cuisine, Esteban a appelé. Sa voix était ferme. « Carmen, le contrat de vente de la maison est déjà signé. L'argent sera sur le compte dans 48 heures. Tout est prêt. » J'ai respiré profondément et j'ai répondu, « Oui, Esteban, merci. » J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre, voyant comment le soleil illuminait le palmier dans la cour. Bien que cela fasse encore mal, je commençais à ressentir une nouvelle liberté. Je reprenais le contrôle de ma vie et de celle de Matteo. Je n'étais plus la mère qui ne savait que se sacrifier et endurer. J'étais en train de devenir une femme forte, disposée à faire ce qu'il fallait pour protéger mon fils. Le matin où j'ai reçu l'argent sur le compte, je me suis levée avant le lever du soleil. La faible lumière se filtrait par la fenêtre, illuminant le plancher de bois dans la pièce que je ne considérais plus comme un foyer. Je me suis arrêtée devant le miroir, me regardant moi-même. Une femme de 55 ans, avec des cheveux gris, mais avec une nouvelle étincelle dans les yeux, et non plus la résignation que j'avais l'habitude d'afficher. J'ai respiré profondément, sentant un calme froid me parcourir les veines.
Ce jour-là, Matteo et moi disparaîtrions, laissant derrière nous les mensonges, laissant derrière nous la maison qui fut autrefois ma vie. J'ai retiré l'argent liquide nécessaire de la banque, veillant à ce que personne ne me suive. Le reste, comme me l'a indiqué Esteban, avait déjà été transféré en toute sécurité sur un compte en Suisse. Tout était prêt. Je suis entré dans la chambre de Matteo et je l'ai trouvé endormi. Son visage tranquille mais avec une ombre de tristesse. Je l'ai touché doucement à l'épaule et je lui ai dit à voix basse. « Matteo, réveille-toi, mon fils, nous allons aller à la plage quelques jours. Je veux que tu changes d'air. » Matteo a ouvert les yeux, encore somnole, mais a acquiescé. « Ça a l'air bien, maman. Moi aussi, je veux sortir. » J'ai souri, même si à l'intérieur de moi il y avait un déferlement contenu. Je n'ai rien dit de plus, je l'ai seulement aidé à se préparer. J'avais déjà préparé une petite valise avec seulement le nécessaire, quelques changes de vêtements, la vieille guitare de Matteo et une photo de famille d'il y a des années quand tout était intact. J'avais loué un VUS par l'intermédiaire d'une connaissance de confiance, un chauffeur appelé Juan, qui m'avait emmené travailler plusieurs fois. « Madame Carmen. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir que je vous demande quoi que ce soit d'autre ? Dit-il avec un regard sincère. J'ai acquiescé. Juan, j'ai seulement besoin que vous nous emmeniez. Ne le dites à personne, pas même à votre meilleur ami. Il a acquiescé sans plus. J'ai aidé Matteo à monter dans la voiture. J'ai mis le fauteuil roulant dans le coffre et j'ai regardé la maison pour la dernière fois. Le portail de fer lourd, les murs blancs, le jardin que j'ai entretenu avec tant de soin. Tout maintenant n'était plus qu'un souvenir. Je n'ai pas tourné la tête avant de partir. J'ai laissé une enveloppe blanche sur la table du salon. À l'intérieur, il y avait une note que j'ai écrite à la main la nuit précédente. Chaque mot marqué dans mon cœur. Merci de me montrer qui tu es en réalité. Désormais, mon fils et moi, nous n'aurons plus rien à voir avec toi. J'ai beaucoup réfléchi avant d'écrire ces lignes. Je voulais qu'Isabella sache que j'avais tout vu, que je comprenais tout. Mais je ne voulais pas gaspiller des mots avec elle. Dans l'enveloppe, il y avait aussi une copie des papiers de divorce que Matteo avait déjà signés. Des jours avant, je m'étais assise avec lui et je lui ai raconté toute la vérité sur le bébé, sur les messages d'Isabella et Miguel. Matteo est resté silencieux pendant un long moment et à la fin a seulement dit « Maman, je veux en finir avec tout ». Il a signé les papiers avec les mains tremblantes, mais dans son regard, même si blessé, il y avait un soupçon de soulagement. Nous avons gardé ce secret sans qu'Isabella ne soupçonne quoi que ce soit. Le VUS a démarré en nous emmenant hors de Polanco, directement vers le village côtier de San Gabriel. J'avais déjà loué par internet une petite maison simple, mais avec tout le nécessaire pour que Matteo puisse se déplacer facilement. Sur le chemin, il regardait par la fenêtre sans dire grand-chose, mais je l'ai vu sourire légèrement quand les champs verts sont apparus. « Maman, ici c'est très joli », dit-il d'une voix douce. Je lui ai pris la main et j'ai répondu « Mon fils, désormais, nous allons recommencer à zéro. Seulement toi et moi. » Matteo a acquiescé et j'ai senti une nouvelle connexion, comme si nous traversions ensemble une porte vers une autre vie. En arrivant à San Gabriel, j'ai bloqué immédiatement les numéros d'Isabella et Miguel. J'ai éteint le vieux téléphone et j'ai acheté une nouvelle puce. Je voulais couper tout contact, effacer le passé. La maison était près de la mer, petite mais accueillante, avec des murs peints en bleu clair et un balcon donnant sur l'océan. Je suis resté là, sentant le vent marin chargé de sel. Aussi étrange que cela puisse paraître, j'étais calme. Toute la douleur et la rage semblaient se dissoudre dans les vagues. Je n'étais plus la femme blessée par les humiliations d'Isabella. J'étais en train de renaître, de récupérer ma vie. Cet après-midi, j'ai vérifié les caméras de sécurité de la maison à Polanco depuis mon téléphone portable. J'ai vu Isabella entrer précipitamment et rester paralysée en voyant tout vide. Il n'y avait pas de meubles. Ni trace de moi ni de Matteo. Seulement une enveloppe blanche sur la table. Elle l'a ouverte. Elle a lu le papier et j'ai vu son visage devenir pâle. Elle a pris le téléphone et a appelé encore et encore. Mais bien sûr, aucun numéro ne fonctionnait. Elle a crié en appelant Miguel dès son arrivée. Les deux ont discuté fort dans le salon. Elle sait déjà tout. Et maintenant, que faisons-nous ? A crie Isabella, désespérée. J'ai éteint l'écran. Il n'était plus mon problème. Je suis sortie sur le balcon de la nouvelle maison. Le vent me décoiffait, mais je me sentais libre. J'ai pensé aux années passées, aux sacrifices, aux fois où j'ai ravalé les larmes pour sourire à Matteo. J'ai cru un jour que je serais toujours la mère qui endure. Mais maintenant, je me sentais plus forte que jamais. De l'intérieur. Matteo m'a appelé maman. Viens voir la mer. C'est magnifique. Je me suis retournée et je l'ai vu dans son fauteuil roulant, me souriant. Ce sourire,
quoique simple, était la lumière dont j'avais besoin. Je me suis approchée, je me suis assise à côté de lui, et ensemble nous avons regardé l'océan. Mon fils, nous allons bien. Je lui ai dit d'une voix ferme. Matteo m'a pris la main et a répondu, je sais, maman. Le premier matin à San Gabriel, je me suis réveillée quand l'aube dorait la mer. Le son constant des vagues entrant par la fenêtre était comme un salut d'un monde nouveau. Un monde sans les humiliations d'Isabella, ni les mensonges qui me pesaient sur l'âme. J'ai regardé Matteo assis sur sa chaise, regardant dehors avec une expression plus tranquille que d'habitude. Mon fils, nous allons faire une promenade. Je lui ai demandé avec douceur. Matteo a acquiescé et a souri, chose qu'il faisait rarement. Bien sûr, maman, ça fait longtemps que je n'ai pas senti la mer. J'ai poussé sa chaise jusqu'au sable, où l'air salé et le soleil chaud se faufilaient dans chaque respiration. Matteo a inhalé profondément et a dit, « Maman, ici, oui, on sent la paix en moi. » Tout s'est rempli de lumière, sentant une espérance petite mais puissante. San Gabriel, avec ses vagues et sa brise, ouvrait un nouveau chapitre pour nous. Je ne veux pas rester assise. Laissant les jours passer en silence. J'ai besoin de faire quelque chose, pas seulement pour soulager l'ennui, mais pour sentir que j'ai encore de la valeur, que j'ai encore des forces pour continuer à vivre. Un matin, en passant devant le centre communautaire, j'ai vu un petit panneau qui disait « On a besoin de volontaires pour la clinique ». Sans trop y penser, je suis entrée avec un peu de curiosité et aussi d'enthousiasme. Là, j'ai connu le docteur Andrés Martinez, un homme d'âge moyen, avec un sourire aimable et un regard plein de passion. Il m'a serré la main et a dit « Madame Carmen, j'ai entendu dire que vous veniez d'emménager. Si vous voulez aider, nous avons grand besoin de quelqu'un comme vous. » J'ai souri et j'ai répondu « Je ne sais pas si je pourrai faire grand-chose, mais je veux essayer. » Andrés m'a emmené visiter la clinique et m'a parlé des difficultés, du manque de personnel, du manque de médicaments, surtout pour les enfants pauvres de la zone. Sa voix était chaleureuse, mais je sentais son inquiétude. Chaque jour, je vois des enfants qui ont besoin de médicaments et de soins, mais nous n'avons pas suffisamment de ressources. Ces paroles ont touché mon cœur comme un rappel que, même si j'ai perdu beaucoup de choses, je peux encore donner quelque chose aux autres. Un après-midi, j'ai emmené Matteo à la clinique pour un examen. Pendant que nous attendions, j'ai vu une petite fille d'environ 8 ans, assise avec sa grand-mère dans un coin. Elle avait les cheveux longs et noirs, de grands yeux ronds, mais le visage pâle. Andrés me l'a présentée. Elle, c'est Camila. Elle souffre d'une maladie du sang. Hereditaire. Elle a besoin d'un suivi constant. Camila a regard Matteo. Et soudain, elle a souri radieusement. Et, cette voiture est géniale. Vous conduisez vite. Matteo a éclaté de rire. Et c'était la première fois que je le voyais rire ainsi. Depuis que nous avons quitté Ciudad de Mexico. Je conduis vite, mais seulement en ligne droite, a répondu Matteo sur un ton plaisant. Camila a ri et a tiré la main de sa grand-mère. Grand-mère. Il est très drôle. J'étais là à les regarder parler. Et je sentais que quelque chose de chaleureux me remplissait de l'intérieur. Matteo, mon fils, qui avait été plongé dans l'obscurité, riait maintenant, revivait grâce aux paroles innocentes d'une fille. Peu à peu, Camila et sa grand-mère sont devenues de grandes amies pour nous. Elles avaient l'habitude de visiter notre petite maison. Le soir, apportant des churros ou une cruche de chocolat chaud. Fait maison. Madame Carmen, vous devez goûter mon chocolat. C'est une recette de famille, me disait la grand-mère de Camila, Doña Rosa, avec un sourire aimable. Nous nous asseyions autour de la table. En bois, nous mangions, nous bavardions. Et je sentais que j'avais un nouveau foyer non fait de briques, mais de moments simples et sincères. Matteo a commencé à s'ouvrir davantage, racontant à Camila ses journées d'ingénieur, à propos des machines qu'il avait conçues. Camila l'écoutait avec les yeux. Brilliance. Il peut faire même des avions. Matteo a souri. Pas des avions, mais oui, quelque chose très intéressante. Y regardéis. Mon fils, je voyais la lumière dans ses yeux et je savais que nous étions en train de nous retrouver. L'après-midi, j'avais l'habitude de voir Matteo et Camila à la clinique, assis sous l'avant-toit. Matteo lui apprenait à dessiner des bateaux sur papier, lui montrant comment prendre le crayon, comment mélanger les couleurs. Camila, tu as dessiné celui-ci exactement comme ceux de la mer. Il la complimentait et elle souriait, heureuse. Une fois, Matteo a apporté sa guitare, a joué quelques accords simples. Et Camila a applaudi en chantant une chanson populaire.
qu'elle avait apprises de sa grand-mère. Moi, de loin, je les regardais tous les deux et je sentais que mon cœur commençait à guérir. Les blessures de Ciudad de México. Les paroles blessantes d'Isabla, de sa trahison, étaient toujours là, mais ce n'était plus tout, j'étais en train de trouver de la joie dans les petites choses, dans le sourire de Matteo, dans l'innocence de Camilla. Un après-midi, au crépuscule, je me suis assise sur la plage avec Andrés en regardant Camilla faire voler un cerf-volant, la corde dansant dans le ciel orangé. Matteo était dans son fauteuil roulant, souriant en la regardant tandis que ses mains marquaient le rythme d'une mélodie invisible. Andrés s'est tourné vers moi et a dit « Carmen s'en va ». Les enfants comme Camilla ont besoin de plus que des médicaments. Ils ont besoin d'espoir. Ils ont besoin de personnes comme vous et Matteo. Ces paroles m'ont laissée pensive. Je lui ai raconté mon idée de créer un fonds de soutien communautaire pour aider les patients comme Camilla. Des personnes qui n'ont pas d'argent pour des médicaments ou des soins médicaux. Je n'en ai pas beaucoup. À Andrés, je lui ai dit, mais je veux faire quelque chose pour que ces enfants aient une opportunité. Andrés a acquiescé, les yeux illuminés. Carmen, je vais l'aider. Nous pouvons commencer par de petites choses, comme une meilleure clinique, un fonds pour les enfants pauvres. J'ai regardé vers la mer, sentant qu'une nouvelle flamme s'allumait en moi. Je n'étais pas seulement en train de survivre. J'étais en train de vivre. Trouvant un nouveau but pour moi-même. Un matin à San Gabriel, quand le soleil brillait à peine sur la mer, je me préparais à sortir en direction de la clinique quand j'ai entendu quelques coups précipités à la porte. Oui. Alors, j'ai ouvert. Et là, il y avait Doña Rosa, la grand-mère de Camilla, avec le visage pâle et les yeux rougis. Carmen, s'il vous plaît. Camilla. Elle ne va pas bien. Dit-elle d'une voix tremblante, presque brisée. Elle saigne du nez depuis ce matin et maintenant, elle est étourdie. Elle ne peut pas tenir debout. J'ai senti mon cœur se serrer, comme si quelqu'un le serrait avec force. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi et je lui ai seulement dit « Calmez-vous. J'y vais avec vous tout de suite. » Je suis retournée à l'intérieur et j'ai appelé Matteo. « Fils. Je vais à la clinique avec Doña Rosa. Reste ici et repose-toi. » Mais Matteo a nié de la tête, d'une voix ferme. « Maman, je vais avec toi, pour Camilla. Je veux savoir si elle va bien. » Je l'ai regardé dans les yeux, j'ai vu sa préoccupation sincère et j'ai acquiescé. Nous nous sommes dépêchés d'arriver à la clinique où le docteur Andrés nous attendait. Camilla était allongée sur une civière. Son petit visage était pâle. Les yeux fermés, les lèvres sèches. Doña Rosa lui tenait la main, pleurant sans consolation. Andrés l'a examinée rapidement et m'a ensuite emmenée dans un coin d'une voix grave. « Carmen, la situation de Camilla est très délicate. A-t-elle besoin d'un médicament spécial immédiatement, ou faudra-t-il la transférer dans un grand hôpital à Mérida? Mais ce médicament n'est pas disponible ici et il est très cher. » Ai-je demandé d'une voix tremblante, « Combien, Andrés ?» Il m'a regardé en hésitant. Quelques 50 000 $ pour une dose, suffisant pour stabiliser la situation. Cela m'a donné le vertige. J'avais déjà transféré la majeure partie de mon argent sur un compte en Suisse et le compte de la banque locale avait des problèmes de transaction depuis des jours. L'argent liquide dont je disposais n'était pas suffisant. Je suis restée là, sentant que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Camilla, la fille au sourire radieux, celle qui a rendu la lumière à Matteo, gisait maintenant, faible comme une bougie sur le point de s'éteindre. J'ai regardé Matteo, qui serrait fort les mains sur les accoudoirs du fauteuil roulant, avec les yeux pleins d'inquiétude. Je savais que je devais agir. Je me suis tournée vers Andrés et je lui ai dit « Je vais trouver un moyen. Maintenez-la stable jusqu'à ce que je revienne. » Andrés a acquiescé et a posé sa main sur mon épaule. « Carmen, je vous fais confiance, mais vous devez être rapide. » Je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert le coffre-fort et j'ai sorti un bijou en or blanc. Le dernier souvenir qu'il me restait de ma mère était un collier avec un pendentif en forme de cœur, celui qu'elle portait le jour de son mariage. Celui que je pensais conserver jusqu'à la fin de mes jours. Je l'ai tenu dans mes mains, sentant que j'avais un morceau de mémoire. Mais j'ai pensé à Camilla, à ses yeux brillants, jouant avec Matteo, à son sourire quand elle faisait voler le cerf-volant sur la plage. Je ne pouvais pas l'abandonner. J'ai rangé le collier avec soin et j'ai appelé une connaissance à Mérida qui achète et vend des bijoux. Carmen. Cette pièce est très précieuse. En êtes-vous sûr? M'a-t-il demandé au téléphone. Je lui ai répondu d'une voix décidée. Vendez-le, j'ai besoin de l'argent aujourd'hui même. En attendant que le médicament arrive de Mérida, je suis retournée à la clinique. Matteo était assis à côté de Camilla, lui tenant la main et lui racontant l'histoire du cerf-volant que chante Camilla. Tu sais, ce cerf-volant est vraiment spécial. Il vole haut,
Chante fort et emporte les rêves de tous, a dit Matteo d'une voix douce. Camilla, bien que faible, a souri légèrement. Tonton, je veux voir ce cerf-volant. Je suis restée à la porte à les regarder, les larmes sur le point de couler. Matteo, le fils qui s'est autrefois noyé dans sa douleur, utilisait maintenant cette même douleur pour consoler une fille. J'ai senti une nouvelle force en lui et aussi en moi. Je ne me battais plus seulement pour Matteo, mais pour des personnes comme Camilla. Des personnes qui ont besoin de moi. À la fin de l'après-midi, le médicament est arrivé. Andrés a administré la première dose à Camilla et lui a ensuite mis du sérum. Après quelques heures tendues, il est sorti et m'a souri avec fatigue. Elle est stable, Carmen, mais il faudra continuer à la surveiller. Doña Rosa acouru me embraser en pleurant. Carmen, si ce n'était pas pour vous, ma petite fille, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je l'ai embrassée en lui donnant quelques tapes dans le dos et je lui ai dit. Rosa, nous sommes une famille. Je ne vais pas laisser Camilla seule. Mais à l'intérieur, je ressentais un vide. Le collier de ma mère était parti et avec lui une partie de mes souvenirs. Cependant, en échange, j'avais sauvé Camilla et cela valait plus que n'importe quel souvenir. En rentrant chez moi, j'ai raconté à Matteo et à Andrés mon idée de fonder le Fonds Luz de Sol pour aider les enfants et les femmes vulnérables de la communauté. Je veux faire en sorte qu'aucun enfant comme Camilla n'ait à attendre des médicaments. J'ai dit cela avec fermeté. Matteo m'a regardé, les yeux illuminés. Maman, je te soutiens. Je veux aider, même en leur apprenant à dessiner ou à jouer de la musique. Andrés acquiesce, en me prenant la main. Carmen, compte sur moi. Nous allons y arriver. Ces promesses furent comme une brise fraîche, effaçant les cicatrices qui restaient dans mon cœur. Cette nuit, allongée, j'ai pensé à ce qui avait été vécu. J'ai perdu le souvenir de ma mère. Mais j'ai trouvé une lumière nouvelle. J'ai pensé à Camilla, à son faible sourire, et à comment Matteo lui a tenu la main pour lui donner de la force. J'ai pensé à San Gabriel, aux personnes qui étaient devenues ma nouvelle famille. Mon cœur, bien que marqué par des blessures passées, était rempli d'espoir. Après 3 mois de préparation constante, le Fonds Luz de Sol a ouvert ses portes à San Gabriel. Je me suis arrêtée devant le siège, un vieil entrepôt rénové en centre communautaire. Le cœur rempli de fierté et d'un peu de nerfs. Les murs étaient peints en bleu marine. À l'intérieur, il y avait un petit cabinet, un coin bibliothèque avec des étagères pleines de livres colorés et une aire de jeu pour enfants avec des balançoires en bois. J'ai regardé autour et j'ai vu les voisins, les enfants et même des patients qui avaient été soignés à la clinique. Tous réunis pour célébrer ce jour spécial. J'ai perdu ma maison à Polanco, j'ai perdu confiance en Isabla. Mais maintenant, j'étais en train de construire quelque chose de plus grand, un foyer pour toute la communauté. Mon cœur, bien qu'encore marqué, brillait d'un espoir nouveau. Le jour de l'inauguration, l'ambiance était pleine de rires et de musique. Matteo, avec sa vieille guitare, s'est assis parmi les enfants et a joué des chansons folkloriques mexicaines pendant qu'ils applaudissaient avec enthousiasme. Tonton Matteo, joue cette autre chanson. Crie un enfant et Matteo a ri. C'est bien, mais vous devez chanter plus fort que moi. De loin, je l'ai observé, voyant son sourire rayonnant, et mon cœur s'est rempli de chaleur. Camilla, la petite aux yeux brillants, s'est avancée au milieu du patio et a récité un poème de remerciement qu'elle avait écrit elle-même. Merci, grand-mère Carmen. Merci, tonton Matteo. Merci, docteur Andrés, de nous donner santé et joie, a-t-elle dit d'une voix claire mais émue. J'ai vu Doña Rosa, la grand-mère de Camilla, essuyant ses larmes dans un coin et j'ai dû tourner le visage pour cacher les miennes. Andrés s'est levé pour présenter les objectifs du fonds. Nous voulons apporter de l'espoir. Nous voulons apporter des opportunités pour des enfants comme Camilla et pour des femmes qui ont besoin d'une main amie. Ces paroles ont résonné et j'ai senti que tous mes efforts commençaient à porter leurs fruits. La presse locale est venue couvrir la nouvelle, prenant des photos de Matteo et de moi devant le siège de la fondation. Je n'y ai pas beaucoup pensé, j'ai seulement souri et j'ai répondu à quelques questions. Mais quelques jours après, pendant que je nettoyais la table de la salle à manger dans la petite maison, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu est apparu sur l'écran. J'ai froncé les sourcils, j'ai hésité, et ensuite j'ai répondu. La voix à l'autre bout du fil m'a glacé le sang. Carmen, c'est moi, Isabla. J'ai besoin de te voir. C'est quelque chose d'important. Sa voix sonnait pressée, presque suppliante. Mais en entendant seulement ce nom, j'ai senti le sang me monter à la tête, les insultes, les messages pleins de mensonges. Tout est revenu comme une vague. J'ai raccroché immédiatement, sans dire un mot. Mais à l'intérieur, un mauvais pressentiment commençait à grandir. Comme si le passé était en train de revenir en silence.
Cette nuit-là, j'ai allumé la télévision pour regarder les nouvelles et le reportage m'a laissé stupéfaite. Un cas de blanchiment d'argent et de fraude financière à grande échelle avait été découvert, lié à un réseau de trafic de médicaments illégaux. Les noms d'Isabla et de Miguel sont apparus à l'écran. Dans la liste des personnes faisant l'objet d'une enquête, il est montré à la télévision, le visage flouté, dans des vidéos de caméras de sécurité. Je suis restée assise là, les mains tremblantes, non pas de peur, mais à cause d'un mélange de rage et de soulagement. La vérité, enfin, avait été révélée, mais je n'étais pas contente. Cela me rappelait seulement ces jours où je lui ai fait confiance aveuglément, où je l'ai traitée comme une fille. 2 jours plus tard, alors que je rangeais des livres dans la bibliothèque de la Fondation, une voiture s'est arrêtée devant le portail. J'ai regardé et j'ai vu Isabla descendre, décharnée, sans aucune trace de la jeune femme arrogante en robe Gucci d'avant. Elle s'est approchée avec un regard suppliant. « Carmen, s'il vous plaît, vous devez m'aider. Ils enquêtent sur moi. Puis-je aller en prison à cause du bébé? Aidez-moi, s'il vous plaît. » Elle a mentionné le bébé d'une voix tremblante, mais j'ai clairement vu la fausseté dans ses paroles. Je me suis redressée. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai dit d'une voix froide. « Isabella. Crois-tu que je suis encore assez naïve pour te croire? Ce bébé n'est pas de Matteo. Je sais tout sur toi et Miguel. Les messages. Le plan pour voler ma maison. Crois-tu que je vais aider quelqu'un qui a humilié mon fils et trahi ma famille? » Isabla est devenue pâle, a fait un pas en arrière et a crié. « Vous avez ruiné ma vie. Si vous n'aviez pas pris tout l'argent, je pourrais bien vivre. » Je suis restée silencieuse. Je me suis retournée et je suis partie sans vouloir échanger un mot de plus avec elle. Andrés, qui était près de là, s'est approché et a posé une main douce sur mon épaule. Carmen a fait ce qui était juste. A-t-il dit d'une voix ferme. À ce moment-là, on a entendu la sirène de la police. 2 patrouilles se sont arrêtées devant le portail et les agents sont descendus pour menotter Isabla. Elle s'est débattue en criant. Carmen va le regretter. Mais je n'ai pas tourné la tête. Je suis restée là, sentant la main d'Andrés sur mon épaule et une sensation de liberté a inondé mon intérieur. Le passé, avec toute sa douleur, était emporté comme les vagues emportent le sable au large. Une année s'est écoulée depuis que Matteo et moi sommes arrivés à San Gabriel et la Fondation Luz del Sol est devenue le cœur de cette petite communauté dans un vieil entrepôt. Nous sommes passés à un centre plein de vie avec une clinique toujours fréquentée, une bibliothèque remplie de livres et une aire de jeu où résonnent les rires des enfants. Je me souviens encore des premiers jours où Andrés et moi n'avions que des idées vagues et quelques économies. Maintenant, nous avons ajouté une salle de formation pour les femmes où elles apprennent la couture, la pâtisserie et même à utiliser des ordinateurs pour trouver du travail. Nous disposons également d'une salle de réadaptation pour les personnes handicapées, avec des équipements modestes, mais pleins de sens. Chaque matin, en entrant dans le centre, je vois des visages radieux, des regards reconnaissants et mon cœur se remplit d'une sensation que je n'ai jamais ressentie à Ciudad de Mexico. La sensation que j'appartiens vraiment à un endroit. Matteo, mon fils, avait trouvé sa propre lumière. Il est devenu professeur de musique et d'art pour les enfants handicapés à la Fondation. J'avais l'habitude de rester à la porte de la salle de classe en regardant Matteo dans son fauteuil roulant, avec la guitare dans les mains, enseignant aux enfants à jouer des mélodies simples. Allez, tout le monde, essayez cet accord. C'est comme les vagues de la mer, disait Matteo d'une voix pleine d'énergie. Les enfants riaient en essayant de l'imiter, et je voyais comment le sourire de Matteo brillait plus que jamais. Une fois, un enfant lui a demandé « Tio Matteo, es-tu fatigué d'être dans le fauteuil roulant ?» Matteo a souri et a répondu « Bien sûr que je suis fatigué, mais j'ai un secret, chante fort et la fatigue s'en va. » Les enfants ont éclaté de rire et moi, depuis la porte, j'ai dû me retourner pour cacher mes larmes de bonheur. Matteo n'enseignait pas seulement, il vivait, inspirant, et cela remplissait mon cœur de joie. Camila, la petite pour laquelle j'ai fini par livrer la dernière relique de ma mère, était maintenant beaucoup plus saine. Elle courait dans toute la fondation avec ses longs cheveux noirs lâchés et ses yeux brillants comme le soleil. Chaque jour, Doña Rosa l'amenait et Camila courait toujours m'embrasser en disant « Abuela. » 2e. Aujourd'hui, j'ai dessiné un bateau très joli. Il faut que vous le voyiez. Je souriais, je lui caressais la tête et je lui disais « Ma fille est très talentueuse. Je le vois après. » Camila était devenue une partie indispensable de ma vie et de celle de Matteo. Certaines nuits, elle et Doña Rosa restaient dîner avec nous et la petite maison se remplissait à nouveau de rires, d'histoires, comme une vraie famille. En la regardant, je me souvenais des jours sombres dans Ciudad de Mexico, mais je me répétais, toute cette douleur m'a amené jusqu'ici, à un nouveau foyer. J'ai décidé de transférer tous mes biens et l'argent de la fiducie à la Fondation Luz del Sol. Je n'ai rien gardé, non pas parce que je n'en avais pas besoin,
mais parce que je voulais que tout ce que j'avais serve à donner de l'espoir à d'autres. En signant les derniers papiers, j'ai dit à Andrés, j'ai perdu la maison de Polanco, mais je ne veux pas perdre l'opportunité d'aider des personnes comme Camila. Andrés m'a pris la main avec un regard chaleureux. Carmen, vous ne les aidez pas seulement, vous changez toute une communauté. Ces paroles ont été comme une brise fraîche qui a emporté les derniers morceaux brisés du passé. Un après-midi, Matteo et moi étions face à la mer, en regardant comment le coucher de soleil dévorait la surface de l'eau. Les vagues frappaient calmement, apportant l'haleine de l'océan. J'ai senti une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Matteo m'a regardé avec les yeux pleins de lumière. Maman, tu m'as sauvé. Maintenant, tu as sauvé le monde dans lequel je vis. Ces paroles m'ont coupé le souffle. Je l'ai regardé et j'ai vu sur son visage auparavant marqué par la douleur, une brillance nouvelle. Je lui ai pris la main et je lui ai dit, « Fils, j'ai seulement fait ce que je devais faire. Mais tu es la raison pour laquelle je n'ai jamais abandonné. » Nous sommes restés là ensemble et j'ai su que même si dur qu'ait été le passé, j'avais déjà trouvé un nouveau sens à ma vie. Des jours après, j'étais face à l'entrée de la fondation, en regardant le nouveau panneau. Sur lui, j'avais fait graver, « Quand une femme cesse d'avoir peur, le monde change. » Ce n'était pas seulement un message pour ceux qui arriveraient à la fondation. C'était aussi un rappel pour moi. Je me suis souvenu des jours dans Ciudad de Mexico, des humiliations d'Isabela, des nuits blanches à cause de la douleur. Mais maintenant, face à la mer et sous la lumière dorée du soleil, je n'étais plus cette femme. Maintenant j'étais Carmen, une mère, une femme qui a traversé l'obscurité pour trouver la lumière. Le son des vagues continuait, constant, comme chantant une chanson de renaissance. J'ai souri en sentant la paix me remplir complètement, et j'ai su que désormais je vivrais pour les jours lumineux qui viendraient. L'histoire que nous racontons est fictive, mais elle s'inspire de certains faits réels. Les noms et les lieux ont été modifiés afin de protéger l'identité des personnes impliquées. Nous ne racontons pas ceci pour juger, mais dans l'espoir que quelqu'un écoute et s'arrête pour penser. Combien de mères souffrent en silence chez elles? Je ressens une grande curiosité. Si tu étais à ma place, que ferais-tu? Choisirais-tu de te taire pour préserver la paix? Ou oserais-tu tout affronter pour retrouver ta voie? Je veux savoir ce que vous pensez, parce que chaque histoire est une bougie qui peut illuminer le chemin d'autrui. Dieu bénit toujours. Et je crois que le courage nous mène vers des jours meilleurs. En attendant, sur l'écran final, je vous laisse 2 des histoires les plus populaires de la chaîne. Je vous assure qu'elles vont vous surprendre. Merci d'être restés jusqu'à la fin.